Mardi dernier, on a commencé la section qui porte sur l'induction magnétique. Donc, on a vu comment est-ce qu'une variation de flux magnétique, la variation de quantité de lignes de champ qui passent à l'intérieur d'une boucle donnée, peut nous générer une électromotance, peut nous générer un courant. On a vu également la loi de Lenz qui nous permettait de déterminer en fonction des situations d'un problème dans quelle direction est-ce que le courant allait être généré. Aujourd'hui, on poursuit dans la même ligne avec une approche un peu plus chiffrée. On va voir la loi de Faraday qui, elle, nous permet de déterminer quelle va être l'électromotance induite, l'électromotance qui va être générée lorsqu'on a une variation de champ magnétique à l'intérieur d'une boucle donnée. Donc, lançons-nous avec les définitions. Donc, on sait déjà qu'une variation de flux magnétique, la quantité de lignes de champ qui traversaient un cadre donné, c'était ça qui nous donnait un courant induit et donc une électromotance. On connaissait la direction dans laquelle on avait un courant induit qu'on pouvait déterminer à l'aide de la loi de Lenz. Et on veut maintenant voir comment est-ce qu'on peut trouver la grandeur de l'électromotance qui est induite. Donc c'est là que la loi de Faraday va venir nous aider. Pour être en mesure de l'utiliser, cependant, on va avoir besoin de commencer par être capable de chiffrer le flux magnétique. Donc, notre flux magnétique, dont on a déjà vu le nom, on va utiliser la variable φm, est défini de façon complètement analogue au flux électrique qu'on a vu dans le chapitre 2. Donc, je vais passer rapidement dessus parce que c'est vraiment toutes les mêmes règles. On va simplement substituer ici le champ magnétique au champ électrique qu'on utilisait dans la section 2. Donc, si on a un cadre donné avec un champ magnétique qui le traverse, si le champ magnétique est perpendiculaire au cadre, mon flux va être maximal et va être donné simplement par le produit de A, l'air du cadre, et B, le champ magnétique. On prend ici en considération le fait qu'évidemment mon champ magnétique est uniforme sur la surface. On ne fera aucun cas où le champ magnétique ne sera pas uniforme. Si mon champ est perpendiculaire à la normale ou qui est parallèle à mon cadre, à ce moment-là, j'ai aucune ligne de champ qui le traverse et mon flux va nécessairement valoir 0. Et si je suis dans une autre situation quelconque, mon flux magnétique va être donné par la composante perpendiculaire de mon champ magnétique, donc la composante perpendiculaire à mon cadre. Dans ce cas-ci, ça nous donnerait la composante horizontale et l'air du cadre. Donc le produit de ces deux éléments-là, dans la situation qui nous intéresse, là, ça nous donnerait le cosinus de l'angle entre les deux fois le champ magnétique fois l'air du cadre. Une autre façon de noter cette même valeur-là, ce serait à l'aide du produit scalaire. Donc on peut le noter également à l'aide du produit scalaire en disant que c'est le produit du vecteur de champ magnétique avec le vecteur d'air, où le vecteur d'air, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface et dont la norme, c'est l'air du cadre. Donc, deux façons équivalentes. On les a vues également dans la section 2, donc si jamais ce n'est pas clair pour vous, vous pouvez toujours retourner vérifier cette section-là. Les unités du flux magnétique, ça va être le Weber, donc qui est l'équivalent d'un Tesla par mètre carré. Évidemment, on multiplie un champ magnétique par une aire. La loi de Faraday, à proprement parler, va s'exprimer de la façon suivante. La valeur absolue de l'électromotance, parce que c'est tout ce qui va nous intéresser ici. Je vous rappelle qu'on a déjà déterminé la direction dans laquelle elle est appliquée. Donc, la valeur absolue de mon électromotance va être égale à la valeur absolue de la dérivée de mon flux magnétique en fonction du temps. On avait déjà mentionné que ce qui m'intéressait, c'était la variation de flux magnétique, la variation du nombre de lignes de champ, donc il est normal que ma relation soit liée à une variation ou une dérivée de cette valeur-là. Donc la clé dans n'importe quel problème où on vous demande de trouver une électromotance induite, ça va être d'être capable d'exprimer le flux magnétique en fonction du temps pour être capable de dériver cette équation-là. On va voir 2 ou 3 exemples dans les prochaines diapositives. Une autre relation qui va revenir souvent, ça va être de s'intéresser à l'électromotance moyenne. Donc, si jamais j'ai quelque chose qui change dans le temps,
et que je connais uniquement la situation initiale et la situation finale, je vais pouvoir utiliser la relation qui est ici. Mon électromotance moyenne va être liée à la variation de flux magnétique sur la variation de temps. Cette relation-là vous fait peut-être penser, et avec raison, à la relation qu'on avait pour la vitesse moyenne versus la vitesse instantanée. Mon électromotance ici, ça c'est mon électromotance instantanée, ça correspond à la dérivée, un petit peu comme ma vitesse en NYA correspondait à la dérivée de ma position par rapport au temps. Et on avait un lien entre ma vitesse et ma vitesse moyenne. Ça, la dérivée me donnait ma vitesse instantanée, alors que ma vitesse moyenne, qu'on était V avec une barre par-dessus, c'était la variation de position en fonction de la variation de temps. Donc, on a le même lien entre les deux variables. Le fait qu'on ait une moyenne ici, ce n'est pas une propriété des lois électriques, mais bel et bien une propriété mathématique. Le fait qu'on puisse utiliser la position initiale et la position finale pour trouver une moyenne. Que je sois dans un cas ou dans l'autre, que j'utilise mon électromotance instantanée ou mon électromotance moyenne, je vais tout de même toujours trouver la valeur absolue de mon électromotance. Lorsque je vais vouloir trouver l'orientation de celle-ci, je vais devoir me référer à la loi de Lenz. Il existe des lois mathématiques qui sont formulées de telle sorte qu'on n'ait pas besoin de faire appel à la loi de Lenz. Cependant, elles sont mathématiquement beaucoup plus complexes. Donc, si vous retrouvez, par exemple, dans un autre ouvrage, une électromotance qui correspond à moins la dérivée de phi par rapport au temps, cette équation-là correspond à un développement mathématique un petit peu plus complexe avec d'autres conventions qui nous permettent de trouver directement l'électromotance, notamment avec des conventions de signes par rapport à la façon dont on va intégrer certaines variables. On n'utilisera pas ces conventions-là dans le cadre du cours. Ça va être beaucoup plus simple pour les problèmes qu'on va aborder d'utiliser séparément la loi de Lenz et la loi de Faraday en valeur absolue plutôt que d'essayer de faire la gestion de signes complexes qui vient avec une loi de Faraday complète mathématiquement. Donc voyons maintenant, je crois qu'on a 3 exemples en banque. Le premier, ça va être celui du générateur linéaire. Donc dans ce cas-ci, ce que je fais, c'est que je fais varier l'air de mon circuit. Donc j'ai 2 tiges conductrices, un résisteur et une tige mobile que je peux déplacer qui est en contact électrique avec les 2 extrémités. Donc lorsque je vais déplacer ma tige vers la droite, je vais augmenter la quantité de lignes de champ qui peuvent passer à travers l'air fermé de mon circuit et donc j'augmente le flux électrique. Donc lorsque j'augmente mon flux électrique, je m'attends à générer une électromotance. La clé ici, ça va être, comme je vous disais, d'être capable de me créer une fonction du flux magnétique en fonction du temps. Lorsque j'ai cette expression-là, mon travail va être pas mal terminé. Le reste, ça va être des calculs relativement simples. Donc, voyons voir comment est-ce qu'on peut exprimer ça. L'aire du circuit va toujours être donné par la base fois la hauteur. Donc ici, x fois la longueur, L. Le flux magnétique va correspondre au champ magnétique, la norme du champ magnétique fois l'air, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc ici, mon vecteur d'air et mon vecteur de champ magnétique sont alignés. Les deux sont dans la même direction. J'aurai donc un angle entre les deux qui est 0. Si je fais mon produit scalaire entre les deux, je vais donc avoir simplement B fois A. Sinon, on peut voir de façon équivalente la composante perpendiculaire du champ magnétique. C'est carrément la norme du champ magnétique. D'une façon ou de l'autre, je retrouve le même résultat ici. Mon flux magnétique va être égal à B fois l'air de mon cadre. L'air de mon cadre à un moment précis, parce que ma valeur de x ici va changer dans le temps. Lorsque je vais dériver mon flux magnétique, je vais trouver l'équation suivante. Je vais avoir la dérivée de B fois la position, fois la longueur x fois L. B et L ne varient pas dans le temps. Le champ magnétique est uniforme et ne varie pas dans le temps. La longueur L ne varie pas dans le temps. Il me reste simplement x et il se trouve que la dérivée dx sur dt, ça correspond à ma vitesse. J'aurais pu de façon complètement équivalente
écrire la valeur de la position dans le temps. J'aurais pu écrire x en fonction du temps. Je sais que ça correspond à une certaine valeur initiale, x0 plus la vitesse fois le temps. Et lorsque j'aurais dérivé ça, je serais retombé à la même équation ici. Donc, vous utilisez une ou l'autre, ça fonctionne. Celle-ci est peut-être un petit peu plus théorique, là, celle qu'on a utilisée en bas, mais tout aussi valide. Si maintenant je veux déterminer le courant, ce n'est pas le cas ici. Ici, on aurait pu arrêter le problème à la ligne précédente, mais si on me demande le courant, je pourrais ensuite aller le déterminer à l'aide de la loi de Ohm. Donc, je reviens à mon équation delta V égale RI, j'isole mon courant à l'intérieur de ça, et je vais trouver que ça correspond à mon électromotance divisé par la résistance du circuit. Ici, il y a juste une résistance qui est branchée, le reste, on considère que c'est des fils parfaitement conducteurs, et donc j'ai l'expression ici du courant. Ça, c'est notre première situation, la situation du générateur linéaire. Maintenant, on peut également s'intéresser à une deuxième situation qui est l'électromotance induite dans un anneau par un solénoïde. Imaginons qu'on place un solénoïde à l'intérieur d'un anneau. Comment est-ce qu'on pourrait aller déterminer le courant induit dans cet anneau-là? On nous fournit certaines valeurs. Ici, on nous mentionne le nombre de spires total du solénoïde, la résistance du solénoïde, la résistance de l'anneau à l'extérieur, ainsi que l'électromotance qu'on met aux bornes de notre solénoïde. On la fait varier, donc c'est ça qui va faire notre variation de flux ici. J'ai un certain flux au départ parce que j'ai un petit champ magnétique dans mon solénoïde et je le fais augmenter en 0,5 secondes. Ici, on nous donne clairement une situation initiale et une situation finale. Donc, on va davantage vouloir utiliser la deuxième équation. Je ne pourrais pas dériver, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe entre les deux. Quoique ici, on nous dit de manière constante, donc ça aurait été possible d'utiliser la première équation avec ces conditions-là, mais ça va être beaucoup plus facile de dire, on calcule simplement l'électromotance induite dans la deuxième boucle moyenne avec les conditions initiales et finales qui nous sont données. Donc, lorsque je vais vouloir attaquer le problème ici, je vais vouloir utiliser ma première équation. Je réécris simplement l'équation delta flux sur delta t. Ici, en bas, ça devrait être un delta, il y a une petite erreur de frappe. Et je vais vouloir déterminer quel est le flux magnétique à l'intérieur de ma boucle. Ici, on a un flux qui va être différent selon si je suis à l'intérieur ou à l'extérieur du solénoïde. Je vais considérer, ce serait mentionné d'une façon ou d'une autre dans la question qu'on peut faire l'approximation du solénoïde infini ici. Donc, j'ai un long solénoïde, je regarde spécifiquement au centre, je vais considérer qu'à l'intérieur de mon solénoïde, mon flux magnétique, mon champ magnétique va pouvoir être uniforme. À l'extérieur d'un solénoïde infini, j'ai un champ magnétique qui est nul. Donc, ça va être l'approximation que je vais faire ici. Et il se trouve que je vais avoir un champ magnétique uniforme uniquement dans la zone au centre et à l'extérieur, j'ai rien. Donc, quand je vais calculer mon flux magnétique à l'intérieur de l'anneau, je vais considérer que je n'ai aucune contribution de toute l'air autour et j'ai uniquement une petite aire ici. C'est la raison pour laquelle mon champ magnétique, ça va être le champ magnétique uniforme à l'intérieur du solénoïde et l'air, ça va être l'air du solénoïde, l'air de la tranche du solénoïde, non pas l'air de l'anneau au complet. Donc si on se fait un petit dessin de la situation, là, c'est un petit peu comme si j'avais mon anneau externe, mon solénoïde au centre, et que j'avais deux zones. Mon flux, c'est le cumulatif de la zone au centre où là j'ai une valeur non nulle, qu'on peut appeler phi1 par exemple, et à l'extérieur, phi2, je n'ai pas de champ magnétique, donc nécessairement phi2 va être égal à 0. Mon flux total à l'intérieur de l'anneau, ça va être le cumul des deux. Donc simplement la valeur du flux magnétique dans l'air du solénoïde. Donc c'est la raison pour laquelle ici on utilise en bas là, dans l'équation le rayon du solénoïde et non pas le rayon de l'anneau. Donc ici, on a l'équation pour le champ magnétique du solénoïde. Pour l'utiliser, on va avoir besoin de déterminer n. Je peux déterminer facilement mon petit n, le nombre de tours par mètre à l'aide du nombre de tours et des dimensions du solénoïde.
Je vais avoir besoin également du courant qui circule dans le solénoïde. Ici, on nous mentionne uniquement l'électromotance qui est fournie au début et à la fin, mais on nous mentionne également la résistance du solénoïde. Donc, je vais faire une petite loi de Ohm pour être en mesure de déterminer la valeur de IS. Le rayon du solénoïde, lui, pour sa part, m'est donné, donc je vais pouvoir facilement calculer par géométrie quel est l'air du solénoïde. D'autre part, lorsque je vais avoir fait mes calculs, je vais pouvoir mettre ça dans la première équation que j'ai ici. Ça va me donner mon électromotance induite dans l'anneau. Mais si on me demande quel est le courant induit dans l'anneau, ben là, je vais devoir utiliser encore une fois ma loi de Ohm, cette fois-ci avec l'électromotance induite dans l'anneau et la résistance de l'anneau. Donc, on va avoir une deuxième fois ma loi de Ohm ici. Donc ici, on a fait le détail pour vous, étape par étape. On commence par calculer le champ magnétique généré par le solénoïde, après avoir déterminé évidemment quelle équation vous voulez utiliser. Je sais que mon flux magnétique, ça va correspondre au champ magnétique perpendiculaire dans cette zone-là fois l'air. Donc, les deux sont alignés. Je n'aurai pas besoin de considérer le cosinus de l'angle. Ça va être cosinus de 0, donc 1. Ensuite, je viens déterminer quel est le flux magnétique au début et à la fin en fonction des deux électromotances qui me sont données. Et je vais déterminer quelle est l'électromotance avec la variation de ce flux-là dans le temps. Donc, je fais juste substituer dans mes équations de façon successive avec tous les éléments que je vous ai mentionnés précédemment. À la dernière étape, j'utilise ma loi de Ohm et je viens trouver le courant induit dans mon anneau. Ici, on vous a simplement mis les équations utilisées en évidence. Il est intéressant de noter ici que mon anneau n'est pas dans une zone où le champ magnétique varie. Le champ magnétique varie à l'intérieur de mon anneau, mais le champ magnétique à l'endroit où se trouve l'anneau lui-même ne varie pas. Donc, c'est vraiment un effet qu'on peut avoir à distance. C'est quelque chose qui peut paraître étrange, mais c'est vraiment le flux dans toute la zone à l'intérieur de l'anneau, la variation de ça qui va me générer mon induction électromagnétique. Je vous invite à réfléchir également à qu'est-ce qui se passerait si jamais j'avais un anneau dont le rayon était plus petit que celui du solénoïde. À ce moment-là, lorsque je veux aller déterminer mon flux magnétique, si on se le dessine, j'aurais mon solénoïde autour et j'aurais mon anneau au centre. Donc en fait, j'aurais un champ magnétique dans toute cette zone-là, mais le flux magnétique qui compterait, ce serait uniquement celui qui est dans la petite zone. Donc cette fois-ci, j'aurais le champ magnétique de mon solénoïde fois l'air de mon anneau, cette fois-ci. Donc tout dépend de comment est-ce que la situation est posée. Revenez toujours à votre schéma pour bien trouver vos valeurs. La dernière situation qu'on va voir, la, disons, troisième variante de générateur, ça va être le générateur de courant alternatif. Dans ce cas-ci, ce que j'ai, c'est une boucle qui est libre de pivoter. Donc, on va la fixer en haut et en bas. Et on va faire varier l'angle de ce cadre-là. Donc, on va faire pivoter le cadre à l'intérieur du champ magnétique. Donc, ça ici, ça va être une fonction du temps. Un peu comme tous les autres problèmes qu'on a fait jusqu'à présent, on va commencer par essayer d'exprimer mon flux magnétique en fonction des variables du problème, puis d'essayer de voir en quoi mon flux magnétique varie dans le temps. Ensuite, on va aller faire la dérivée de ça pour trouver quelle est mon électromotance en fonction du temps. Donc, mon flux magnétique ici, ça correspond à la composante perpendiculaire du champ magnétique fois l'air, et on a la particularité que cette composante-là change dans le temps. Donc ici, vu la définition que j'ai donnée à alpha, l'angle entre l'air et B, ce n'est pas alpha. Je vais faire la résolution trigonométrique là, pour aller trouver que la composante perpendiculaire au cadre de B, ça va être B fois sinus de alpha. J'aurais pu le définir en fonction d'un autre angle, vous verriez là, que le problème va revenir un petit peu pareil au même. Mais avec les valeurs qu'on nous a données, ça va être ça l'équation qu'on va avoir. Ici, alpha, par contre, excusez-moi, je dis alpha, gamma ici va varier dans le temps.
Notamment, si j'ai quelque chose qui tourne de façon uniforme, ben, je vais dire que c'est quelque chose qui tourne à une vitesse angulaire donnée. Vous pouvez retourner voir vos équations de mécanique ici, là, en NYA. Si j'ai un mouvement en rotation uniforme, ben, ce mouvement-là, l'angle auquel l'objet va se trouver va être donné par la vitesse angulaire fois le temps. Je peux mettre ça dans mon équation. Je remplace donc gamma dans l'équation que j'avais précédemment et je vais trouver que j'ai une dérivée de sin oméga t par rapport au temps dans mon équation de l'électromotance. Et mon électromotance, ça va être une fonction sinusoïdale, ça va être une fonction cosinus dans ce cas-ci. Donc, ce que j'ai, c'est une électromotance induite qui varie entre une valeur maximale et une valeur minimale selon un cosinus, avec une électromotance maximale qui est donnée ici par le nombre de spires. Donc, il est possible que j'ai plusieurs spires une à la suite de l'autre. Si j'enroule en plusieurs tours de façon à être un petit peu plus efficace dans ma génération de courant, ben chaque tour de fil va me générer la même électromotance. Donc, si jamais j'ai fait 20 tours, ben, je vais avoir 20 fois plus d'électromotance qui va être générée. Mon électromotance totale maximale, donc au pic, va être donnée par N fois le champ magnétique fois l'air fois oméga. Donc, l'élément qui multiplie mon cosinus, parce que mon cosinus, lui, va toujours varier entre moins 1 et 1. C'est la définition de ma fonction cosinus. Donc, nécessairement, la fonction maximale, ça va être lorsque ça vaut 1, je vais avoir la valeur maximale qui va être ici. Donc, pour l'angle gamma donné, lorsqu'on veut déterminer la direction du courant induit, ben on va pouvoir utiliser la loi de Lenz. On va dire, OK, si je suis à cet angle-ci, par exemple, mon angle, lorsque je vais pivoter mon cadre dans cette direction-ci, va avoir tendance à diminuer. Je veux empêcher la diminution de flux, donc je vais générer un champ induit dans la même direction. Et ici, je sais que mon courant va donc être dirigé selon la règle à main droite. Mon pouce est dans la direction du champ magnétique induit. Et donc, le courant au point P là, aurait tendance à monter dans le cadre et de l'autre côté aurait tendance à descendre. On a la représentation ici, le vue de côté, par après. Donc, on peut voir ensuite les autres situations, là, comme quoi c'est cohérent avec le résultat qu'on avait trouvé précédemment. Ça ici, là, c'est la base de tous les générateurs physiques de courant. Si jamais vous vous rapportez à ce qu'on avait vu précédemment, on parlait jusqu'à présent de générateurs de courant, on l'a vu comme une espèce de machine magique, mais toutes les situations autres que celles-là qui nous permettent de générer du courant, ce sont des situations chimiques. Ça veut dire qu'il faut utiliser des composants chimiques pour créer des piles, ce qui n'est pas nécessairement une méthode qui fonctionne bien lorsqu'on a besoin d'avoir de grosses quantités de courant. Pour avoir un réseau électrique aussi développé que ce qu'on a aujourd'hui, on n'a pas le choix de faire appel à ce genre de générateur-là. C'est la façon dont on va pouvoir convertir des sources d'énergie externe. Donc, par exemple, un barrage hydroélectrique où on convertit l'énergie potentielle de l'eau en énergie électrique. Si on parle de réseau éolien, on convertit l'énergie éolienne en énergie électrique. Mais pratiquement toutes ces méthodes-là de création de courant reposent à la base sur la rotation de spires de matériaux conducteurs à l'intérieur d'un champ magnétique de façon à induire un courant. Et c'est la raison pourquoi dans nos domiciles, ce qu'on a de façon majoritaire, c'est du courant alternatif. C'est dû en bonne partie au mode de génération de ce courant-là. Donc, c'est ça qui fait le tour de notre étude pour aujourd'hui de la loi de Faraday. Je vous fais un petit rappel de ce qu'on a vu aujourd'hui et au dernier cours. Donc, on a vu déjà le concept d'induction électromagnétique, le fait que si jamais je fais varier la quantité de lignes de champ qui traversent une zone, qui traverse un cadre donné, je vais induire un champ électrique dans ce cadre-là. On a vu la loi de Lenz qui nous permettait de trouver la direction du courant induit. Donc, on a vu que le courant induit est toujours placé de telle façon que le champ magnétique induit va s'opposer à la variation de flux magnétique
qui traverse ma boucle. Donc, si jamais j'ai un flux magnétique qui diminue, mon champ magnétique induit va être placé de telle sorte à augmenter mon flux magnétique et vice-versa. Si le flux a tendance à diminuer, on va avoir un champ magnétique induit qui va être orienté dans la même direction pour aider à augmenter ce flux magnétique-là. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est la loi de Faraday qui nous permet de trouver c'est quoi l'électromotance, donc chiffrer l'électromotance qui est générée dans une boucle de courant dans ces situations-là. Et la façon de le calculer, c'est à l'aide de la dérivée du flux magnétique par rapport au temps, ou encore dans les situations où ce qu'on connaît, c'est uniquement les situations initiales et finales, on pouvait utiliser la variation de flux magnétique en fonction du temps. On a vu comment calculer le flux magnétique, donc à l'aide soit de la composante perpendiculaire du champ magnétique et de l'air, donc uniquement la composante orientée à travers le cadre, ou encore à l'aide du produit scalaire du vecteur A et du vecteur B. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite après pour la dernière vidéo de la semaine.